Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Nous voici au deuxième numéro de l'émission Forêt, Développement durable et Environnement, une émission du ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement. Un espace qui désormais nous permettra d'échanger sur les activités du ministère, mais également sur des thématiques urgentes, des thématiques actuelles, des thématiques relatives au développement durable, à l'environnement. Et pour ce deuxième numéro, nous allons recevoir le coordonnateur du PRONAR. Nous sommes à Bambou Mingali, sur le site acquis par le PRONAR. Bonjour monsieur le coordonnateur. Bonjour monsieur le général. Et pouvez-vous présenter d'abord à nos amis téléspectateurs qui nous suivent? Moi je suis Lambert Rimbalo, coordonnateur national du PRONAR. Et je suis ingénieur forestier et je dois vous dire que je suis là depuis 6 mois. On est très heureux de vous accueillir sur ce beau site du PRONAR. Il s'agit ici d'un site qui a été acquis, comme vous l'avez dit, là où nous avions réalisé des plantations domaniales. Et je crois que vous avez souvenance au fait de toute la campagne que nous avions lancée avec les institutions. Et c'est ce qui a permis enfin de réaliser disons, cette belle plantation dans laquelle nous nous trouvons et qui est assez vaste. Et il faut aussi vous dire qu'il y a peu longtemps, en fait, disons, c'est dans les années 2012-2013 que nous l'avions fait, et pour faire que cette savane-là devienne en fait une forêt et qui devient en fait un habitat de la faune, un habitat de tous des enjeux même écologiques, parce que il s'agit d'une forêt enfin de haute importance, non seulement sur le plan économique, mais c'est sur le plan écologique. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez nous parler du PRONAR? Le PRONAR, c'est un programme qui a été institué auprès du ministère en charge des eaux et forêts pour promouvoir les plantations forestières et agroforestières. Et ce programme a été lancé officiellement en 2011. Le PRONAR, c'est d'abord une coordination avec un comité de pilotage et bien sûr l'ensemble des partenaires qui mettent en œuvre le PRONAR. Et ça, quand je dis mettre en œuvre, c'est sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui exécutent le PRONAR. Il y a les partenaires privés, les industriels. Il y a le partenaire en fait public, qui est le service national de reboisement. Et il y a les partenaires, les petits producteurs, c'est-à-dire les nationaux, les associations, les ONG, qui sont aussi les communautés au fait, qui sont mobilisées et qui ont aussi une grande place dans la mise en place enfin, disons, de ce programme. Et je veux dire que l'objectif en réalité c'est de mettre en place 1 million d'hectares en 10 ans. Il y a une répartition par rapport à ce million d'hectares qu'on doit mettre en termes de superficie. Et à travers les études que nous avions menées, la répartition est faite de manière à ce que 70% de cette superficie soit mise en place par des industriels, 20% par le partenaire public, c'est-à-dire par l'État, disons par le SNR, et 10% enfin par les petits producteurs. Donc voilà comment se présente globalement en fait le PRONAR. Monsieur le coordonnateur, on parle souvent d'afforestation, de reboisement. Que ce soit afforestation ou reboisement, c'est planter. Mais la différence est simple. Afforester, c'est planter, au fait, installer une forêt là où il n'y avait pas de forêt, donc il y avait une savane. Reboiser, bon, il y a déjà le re, ça veut dire que on vient mettre en place, on vient installer une plantation là où préalablement elle avait existé, mais pour des raisons diverses, elle a disparu et on la remet en place. Donc ça c'est le reboisement. Parlez-nous de vos relations, de vos rapports avec le SNR.
Le SNR, dans la configuration du programme, c'est un des partenaires du programme. En ce sens qu'il s'agit d'une structure publique qui a une mission de réaliser les plantations pour le compte de l'État. Et vous savez bien que dans le cadre du programme, il y a une part réservée à l'État. Je disais tantôt qu'il y a 20% des 1 million d'hectares, donc ça fait 200 000 hectares de forêt qui doivent être plantés par l'État. Et c'est l'opérateur public qui est le service national de reboisement. Et en dehors de son champ d'activité, c'est d'accompagner les petits producteurs dans la mise en œuvre des 100 000 hectares qu'on attend d'eux. Donc voilà le lien direct entre le SNR qui est le service et national de le reboisement, programme. Voilà. et le programme national de la forestation et des reboisements. Et le programme, bien sûr. Voilà. Et est-ce que sur le travail que vous faites sur le terrain, il n'y a pas d'interaction ou interférence? Nous assurons la coordination du programme. Nous allons des tâches, sinon des missions. Je peux dire, enfin, disons des programmes. Et nous les suivons. Mais la mise en œuvre est effectuée par les opérateurs de terrain. Je vous ai dit tantôt qu'il y a les industriels. Les industriels, c'est ceux qui ont des moyens, ceux qui sont des professionnels et qui doivent exécuter les 70%. Et le SN doit mettre en place les 200 000 hectares prévus pour le compte de l'État. Vous voyez bien que leur rôle est bien différent, en fait, disons, le rôle de la coordination du programme qui régule l'ensemble du programme, le suit et rend compte au comité de pilotage pour toutes les affaires qui concernent la bonne marche effectivement du programme. Monsieur le coordonnateur, en présentant le PRONAR, vous avez un programme sur 10 ans pour 1 million d'hectares. Oui. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique et aujourd'hui, à mi-parcours, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Bon, il faut d'abord vous dire que c'est un programme initié par le gouvernement. Donc les moyens que nous avons partent d'abord du gouvernement, même si dans notre mission, il y a aussi de développer en fait, des partenariats pour que l'État ne soit pas seul. Demander si en fait, nous avions les moyens en fait, de notre politique. Nous avions quelques moyens, mais nous n'avions peut-être pas tout. Bon, cela tient compte au fait, du contexte économique au fait, national. Mais avec le peu que nous avions pu faire aussi certaines réalisations. On ne peut pas dire qu'on a atteint déjà, s'il y avait 1 million, on a déjà 500 000 hectares déjà fait. Non. Le problème est d'abord de comprendre qu'un programme, quand on le lance, il y a des préalables. Donc nous avions tout fait d'abord pour que ces préalables soient remplis et pour que le programme s'exécute le plus normalement possible. Il faut d'abord constituer la réserve foncière, c'est-à-dire vous devez mettre en place 1 million d'hectares. Vous devrez avoir 2 jours préalables une superficie des terres. Une superficie disponible. Bien sûr. Pour le reste, il y a une dynamique qui est là et qui fait que toutes les opérations qui concourent à obtenir ce million d'hectares de terre, c'est une dynamique qui est en cours et je crois que cette dynamique est très favorable puisqu'il y a déjà des terres qui ont été déjà identifiées. Maintenant, il reste le processus de les sécuriser pour faire en sorte que cela rentre dans le champ de la réserve foncière dédiée à cette opération. Et ça, c'est le préalable. Bon, le préalable, tantôt je l'ai dit, d'ordre financier. Je peux vous dire que c'est peut-être un peu la grosse épine, parce que pour le programme, dans les estimations en fait, initiales un peu brutes, on pense qu'il nous faut au moins 1200 milliards. 1200 milliards francs CFA pour exécuter tout le programme. Oui. Et naturellement, l'État doit monter l'exemple. Nous attendons l'État autour de 200 milliards. Qu'est-ce qu'on a pu obtenir? Je crois que c'est bien en deçà des attentes.
bien sûr que l'État a beaucoup de choses à faire. Il y a un contexte que nous connaissons tous. Et ça, c'est un obstacle. Et l'autre obstacle, c'est que nous misions au départ sur une arrivée des industriels, donc des gros industriels qui, nantis de moyens, pouvaient arriver et exécuter le programme. Mais malheureusement, on se rend compte que ces industriels sur lesquels nous misons recherchent au préalable des superficies en fait, disponibles, c'est-à-dire des superficies plantées, pour que lorsque ces plantations, en fait, disons, lorsque ces opérateurs commencent, en même temps qu'elles doivent mettre en place, doivent installer leurs propres plantations et doivent exploiter les forêts déjà existantes de manière à avoir des revenus pour financer les autres opérations de plantation. Parce que il faut quand même vous expliquer que mettre en place une plantation forestière, ça demande du temps. Ce n'est pas comme une activité agricole comme on le voit, au bout de 3-6 mois, on peut déjà disposer, disons, des produits qu'on peut vendre. Ici, il vous faut 4, 3, sinon 7 ans pour avoir, disons, des produits, enfin, pour les valoriser. Pendant ce temps, il faut que l'opérateur trouve où financer ces activités. Malheureusement, ça c'est aussi une grosse épine. Les banques que nous avons sur le plan local, mais on a, disons, ne financent pas, n'ont pas de crédits adaptés au financement des plantations forestières. Et en dehors de cela, il y a le fait que c'est une activité au fait, que nous menons, mais elle est beaucoup plus pluviale. Donc ça veut dire que tant qu'il ne pleut pas, oui, nous ne pouvons pas avancer. Donc vous avez vu, de temps en temps, il y a des années où des fois il ne pleuvait pas, où il ne pleuvait pas trop. Donc tout cela handicape, même si ça on pouvait bien sûr, avec des moyens importants, nous pouvions effectivement résoudre, disons, ces 4 problèmes. Mais voilà un peu les quelques obstacles que nous avons. Mais en dehors de cela, nous avions pu acquérir, comme je vous ai dit, autour de 600 hectares. 600 hectares. Et exemple ici à Bambo Mingali, nous avions acquis cette superficie domaniale de 2000 hectares. Et c'est là où nous avions lancé le programme. Et c'est là où nous nous trouvions. Et c'est ici que nous démontrons que tout ce que nous disons, ce n'est pas de la folie. Voilà. Qu'il y a bien un travail qui se fait. On montre qu'il y a une possibilité. Nous avions tous les moyens enfin pour exécuter à bien notre programme. Monsieur le coordonnateur, revenons sur la question de la réserve foncière. Qu'en est-il exactement? Parce qu'il faut signaler que c'est un élément crucial de votre programme. Bien sûr que la réserve foncière, elle est constituée des terres sur lesquelles le programme sera réalisé, c'est-à-dire les 1 million d'hectares. Et cette réserve, c'est-à-dire ce sont des terres qu'il faut acquérir. Nous avions acquis des terres et d'autres à travers des négociations avec les communautés. Là où nous sommes ici, Bambo Mingali, c'est 2100, même si c'est 2100 hectares. Et au niveau d'Ongo, nous avions 350 hectares et qui rentrent déjà dans le cadre de effectivement, cette réserve dédiée à la forestation. Mais il ne faut pas oublier que nous avions déjà aussi signé 3 baux avec 3 sociétés et qui représentent aujourd'hui près de 500 hectares. C'est pour dire qu'au fait, le programme en marche, nous avions déjà signé des baux amphithéotiques avec des sociétés qui s'engagent dans le programme, mais sur des sites où il y avait déjà des forêts. Et ce sont, disons, des forêts domaniales. C'est le cas à Pointe-Noire, à Loudima, et sur certaines terres du Poul et des plateaux. Nous devons avoir au moins 1 million d'hectares pour que les personnes intéressées, les partenaires intéressés trouvent où travailler. Et notamment pour surtout les gros industriels, parce que ceux-là, quand ils viennent,
nous avions l'obligation de les accompagner pour faciliter leur installation. Nous avions déjà identifié, en réalité, plus d'1 million d'hectares. Identifiés, mais maintenant il faut réellement les acquérir, il faut les sécuriser pour qu'elles rentrent pleinement dans cette réserve dédiée aux activités, disons, de l'afforestation. Et ce travail-là, nous le faisons ensemble avec nos collègues des affaires foncières. Et je disais tout à l'heure que cette dynamique tendant à sécuriser, à obtenir effectivement cette réserve foncière dédiée à la forestation. Les démarches sont bien avancées et nous pensons que d'ici là, nous aurons résolu fondamentalement cette question. Alors, je rappelle que nous sommes ici à Mbamou Mingali, sur le site que nous avons déjà présenté, et visiblement nous avons des eucalyptus. Est-ce qu'on peut parler des espèces que vous plantez généralement dans le travail qui est le vôtre? Oh oui, bien sûr. Vous savez que le Congo, c'est un pays d'eucalyptus. C'est là où nous avions obtenu des résultats très performants, disons au niveau mondial. Et ce que nous avions ici, nous avions des clones qui sont disponibles. Donc lorsque nous lançons ce programme, c'est en tenant compte des atouts que le Congo en avait. Et parmi ces atouts, c'était la disponibilité matériel végétal. Vous ne pouvez pas vous engager dans un programme comme ça si, en réalité, vous n'avez pas de matériel végétal sûr et bien connu. Et ce qui est ici, vous voyez bien que c'est beaucoup plus d'abord l'eucalyptus, mais nous ne nous arrêterons pas seulement à l'eucalyptus. Il y a bien sûr d'autres essences, disons les essences locales, le koumé, le limba, mais aussi d'autres essences telles que le teck et bien sûr d'autres essences que nous allons promouvoir dans tout le pays. Tout à l'heure, vous verrez qu'à l'extrême bout de plantations, il y a des plantations, exemple d'acacia, qui est une autre espèce qui sera, disons, bien concernée dans le cadre, disons, de ce programme. Oui, monsieur le coordonnateur, donc là nous sommes sur notre plantation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ici c'est une plantation où nous avons d'autres espèces. C'est l'acacia mangium. Pour dire que nous avions une diversité des essences qui sont éligibles au programme. Ce que nous souhaitons, c'est que toutes les essences sont éligibles, d'autant plus que si une essence a un lien direct avec les filières que nous voulons développer, elle est éligible. Elle est éligible, mais tout en sachant qu'ici, il faut promouvoir le côté professionnel, donc avec un matériel végétal plus performant. Alors parlons du planting par les institutions. Ouais. On sait que vous avez ce programme-là. Ouais. Et qu'en est-il exactement, le planting par les institutions? Bon, au fait, c'est un programme, dans un programme, c'est une démarche que nous avions entreprise depuis 2014 qui vise à faire en sorte que toutes les parties prenantes des institutions soient invitées à mettre en place disons, des plantations ici avec notre appui. Au fait, ce que nous visons à travers ça, c'est une sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle passe par l'adhésion des parties prenantes au programme. Et on peut dire qu'en 2014, il y a eu un engouement assez fort. Et c'est ce qui a fait qu'une grande partie de ce site ait été installée en termes de plantation. Et d'année en année, bien sûr, depuis 2014, c'est une opération qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous invitons toutes les institutions ou tous les groupements intéressés. Je crois qu'en tant que citoyen, ce serait de bonne loi que les groupements, disons des associations, s'y mêlent à travers ce programme des institutions. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a eu des pancartes qui montrent bien les institutions qui se sont vivement impliquées et nous les remercions. Et ce n'est pas une fin en soi et j'en souhaiterais que davantage elles nous viennent pour
que des superficies plus importantes soient mises en place. Il faut dire que lancé en 2011, nous sommes aujourd'hui en 2017. Un parcours qui est visible dont les plantations donc, sont là pour témoigner, n'est-ce pas, de ce parcours. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant ce parcours? Bon, moi je vais vous dire que les difficultés en fait majeures que nous avons sont les difficultés d'ordre matériel, d'ordre financier. Vous voyez, nous on n'a pas trop parlé enfin avec vous sur l'appui exemple aux petits producteurs. Si nous avions relevé que il y avait un obstacle pour ce qui concernait en fait le développement des plantations par les industriels, mais pour les petits producteurs, c'est-à-dire les Congolais, vous et moi et d'autres, généralement ils ont leurs terres. Donc la difficulté était plus ou moins contournée. Donc on pouvait penser que la mise en place enfin disons des forêts enfin disons par les petits producteurs devait se lancer rapidement, bien sûr avec l'appui du SNR enfin sur le plan technique et bien sûr enfin du PRONAR de manière globale. Mais là l'opération se mène avec beaucoup de lenteur et on souhaiterait que davantage les Congolais en fait s'investissent dans le reboisement parce que c'est toute une économie qui est là. Et c'est toute une économie de demain. Et il faut peut-être que demain ils lèguent à leur progéniture au fait des forêts plantées et c'est ce qu'aujourd'hui les grandes nations font. Et pour nous, ce programme exige que nous ayons pas beaucoup de moyens, mais au moins le minimum de moyens possible pour d'abord venir en aide à cette catégorie d'opérateurs, mais aussi pour constituer, comme je vous ai dit, cette réserve. Cette réserve, il faut que, même en travaillant avec nos collègues des affaires foncières, bien sûr, il faut des moyens pour arriver à faire cela. Comme on le dit, le programme est national. Donc nous voulons atteindre, en fait, toutes les parties en fait, du Congo. Parce que beaucoup de gens pensent que le PRONAR, ce n'est qu'une action qui n'est que visible autour de Brazzaville, sinon à Brazzaville. Mais c'est un programme national et qui doit se dérouler en fait partout. Mais ça, il faut avoir des moyens pour exécuter sans trop de peine la tâche qui nous est dévolue. Voilà, monsieur le coordonnateur Lambert Imbalo, il faut dire qu'au terme de notre entretien, est-ce que vous avez un mot de fin? Vous avez une préoccupation que nous n'avons pas pu aborder? Oui, il faut dire que, bon, nous avions passé, je ne sais pas combien de minutes, mais c'est peu par rapport à ce que nous devions dire à propos de ce programme. Nous avions évoqué un certain nombre d'aspects, mais je peux dire que c'est un programme de grande importance pour le pays. Parce que il est à la base d'abord la constitution de la ressource forestière. Et cette ressource forestière doit nous amener à créer des industries sur le plan local, des transformations sur le plan local. Et tout cela engendre quoi? Tout cela engendre, bien sûr, sur la base de la valorisation de nos terres. Nous allons créer des emplois, nous allons créer des revenus et des revenus durables parce que nous nous trouvons dans un contexte d'économie verte, c'est-à-dire une économie au fait écologique et qui doit être socialement efficace, c'est-à-dire que se trouver pleinement enfin dans le contexte du développement durable. Donc ici, il s'agit des emplois aussi durables. Et il faut aussi dire que les activités qu'on peut promouvoir ici sont à plusieurs échelles, à différentes échelles. Donc on passe du paysan jusqu'à l'industriel. En ce sens que le petit promoteur, à sa place, je vous ai dit que nous consacrons 100 000 hectares pour ce qui concerne les petits producteurs. Et nous avons aussi l'État. L'État, effectivement, a la nécessité de créer, de s'investir, disons, pour montrer l'exemple. Et il y a les industriels, c'est-à-dire ceux qui sont pourvus de moyens et qui, de la plantation jusqu'à la transformation, vont créer les richesses, contribuer efficacement au PIB national. Nous avons l'avantage encore d'avoir des forêts naturelles
je crois que c'est en termes comparatifs à d'autres pays, c'est un avantage important. Mais en dehors de ces forêts naturelles qu'il faut protéger, il faut créer des filières, il faut créer, disons, cette ressource, donc d'autres filières importantes sur le plan économique, mais aussi écologique. Parce que nous savons que autour de la problématique des changements climatiques que vous connaissez, les plantations que nous mettons en place constituent au fait des stocks au fait de carbone. Tout est mis en œuvre avec les mécanismes enfin nouveaux qui apparaissent pour que demain, ça soit une des richesses les plus fortes. Nous pouvons créer des réserves. Donc, en faisant ça, nous créons des habitats, pour exemple, notre faune. Et je peux vous dire que là où nous sommes ici, à Bomo-Mingali, cette zone, il y a déjà la présence de la faune sauvage. Et si vous pouvez venir ici, exemple, un matin, je pense que vous croiserez certainement même des chasseurs. Et c'est pour dire que tout le monde, en commençant par, disons, le Congolais, disons, lambda, jusqu'à toutes les institutions de la République, devraient prêter une attention particulière à ce programme, qui est notre devenir même. Et en ce sens que, malgré en fait, la difficulté que nous avons, si on doit certainement les réserver à ce qui aura peut-être une incidence plus forte sur notre vie, je pense que ce serait les activités de reboisement, les activités d'afforestation, mais et quand je le dis, c'est tout ce qui se rattache à la terre. Je vous ai dit que nous parlons ici en termes de plantation forestière, mais il y a aussi l'autre volet de développement, de plantations agroforestières, c'est-à-dire en faisant en sorte que nous impliquons davantage, nous associons l'arbre dans le milieu paysan, et ça je sais que pour ceux qui nombreux le savent, en combinant en fait, disons, l'arbre aux cultures vivrières, nous gérons mieux les espaces, nous gérons mieux nos terres, et c'est ça, et en même temps, nous obtenons en fait un objectif de lutte en fait contre l'insécurité en fait alimentaire, et c'est ça le fondement que je voudrais en fait faire saisir aux amis téléspectateurs pour dire que l'implication est à tous les niveaux. Chaque Congolais, là où il se trouve, est impliqué dans le programme que nous avons. Et c'est aussi l'occasion de dire que les terres que nous avons, il faut les valoriser. Il faut les valoriser maintenant et demain ce serait trop tard. En tout cas, merci monsieur le coordonnateur. Merci. Valorisons nos terres car demain ce serait trop tard. C'est en tout cas le mot de fin de monsieur Lambert Imbalo, coordonnateur du PRONAR, qui était l'invité du deuxième numéro de l'émission Forêt, Développement Durable et Environnement, qui donc vient de se dérouler ici à Bomo-Mingali, à près de 70 km de Brazzaville, sur le site acquis par le PRONAR. En tout cas, chers amis téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre attention. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. À très bientôt.